Alors voilà, 4 ans après le choc de 2022, on se rend compte que la guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus qu'un conflit régional. C'est ce qu'on peut appeler une véritable crise système. Une crise qui a tout simplement reconfiguré le monde qu'on pensait connaître. Oui, une crise système. C'est un mot fort, mais il est juste. Parce que cette crise, elle a changé les règles du jeu. La grammaire même des relations internationales. D'un coup, on a vu la logique des blocs se durcir, la militarisation des économies s'accélérer, et tous ces cadres diplomatiques qui, en théorie, devaient empêcher l'escalade, ils se sont retrouvés complètement fragilisés. La question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Et surtout, pourquoi ce conflit a-t-il l'air insoluble? Pour vraiment comprendre, il faut aller creuser. Il faut regarder le désaccord de fond, la véritable fracture qui se cache au cœur de cette guerre. Bon, allons-y. Le truc, c'est que le désaccord, il n'est pas juste territorial, non, il est architectural. C'est ça le mot. En fait, on a deux visions du monde complètement différentes, deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, on veut protéger un principe, et de l'autre, on veut protéger un espace de sécurité. Commençons par la vision occidentale. Sa grammaire, si on peut dire, elle repose sur des principes très clairs. La souveraineté nationale et le droit pour n'importe quel pays de choisir librement ses alliances. Donc, si on suit cette logique, le fait que l'Ukraine se rapproche de l'Ouest, c'est un simple choix interne, une décision souveraine qui ne concerne au fond que l'Ukraine elle-même. Et de l'autre côté, on a la grammaire russe qui est radicalement différente. Là, on ne raisonne pas en termes de principes abstraits, mais de profondeur stratégique. La priorité absolue, c'est d'empêcher qu'une puissance vue comme adverse puisse projeter sa force juste à côté, à ses frontières. Et donc, le même événement, le rapprochement de l'Ukraine, n'est plus du tout un choix interne, ça devient un bouleversement majeur de l'équilibre, une menace existentielle, une menace directe. Et pour bien saisir cette logique russe, il faut aller au-delà des slogans. Ce n'est pas juste une posture, c'est un calcul qui se veut rationnel, un calcul d'intérêt et de menace. En fait, cette approche, on peut la décomposer en 3 grands objectifs stratégiques. Alors le premier objectif, empêcher ce qui est vu comme un basculement stratégique irréversible à sa frontière. L'idée qu'un voisin soit intégré de façon permanente dans une alliance militaire adverse est perçue comme tout simplement inacceptable. Deuxièmement, préserver son statut de grande puissance. Et attention, ce n'est pas juste symbolique. Pour une grande puissance, le statut, c'est une monnaie d'échange, c'est une forme de sécurité. Ça garantit d'avoir son mot à dire, de pouvoir peser sur les décisions. Et enfin, troisième point, maintenir sa crédibilité. Parce que dans ce genre de rapport de force, chaque ligne rouge que l'on trace et qu'on laisse franchir, c'est une invitation à venir tester la suivante. Et on arrive là, vraiment, au cœur du problème, au paradoxe total de ce conflit. Le voici. Chaque camp est intimement, absolument convaincu qu'il agit pour se défendre. D'un côté, l'Occident est persuadé de protéger un principe fondamental du droit international. De l'autre, la Russie est persuadée de protéger son espace de sécurité vital. Et c'est là que tout se joue. Cette citation le résume à la perfection. Quand deux logiques défensives s'affrontent, la spirale de l'escalade devient structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'engrenage n'est pas un accident de parcours, non, il est inscrit dans la structure même du conflit. C'est presque mécanique, inévitable. Forcément, une confrontation aussi structurelle, ça ne reste pas cantonné à l'Europe. Les ondes de choc ont touché le monde entier et ont provoqué une réorganisation fondamentale des équilibres mondiaux. Avec, au milieu de tout ça, un paradoxe assez fascinant. Et ce paradoxe, c'est un double mouvement. Regardez bien. D'un côté, pour l'Occident, la guerre a eu un effet de consolidation. L'OTAN s'est renforcée, le réarmement est devenu la norme, un bloc plus uni. Mais de l'autre côté, une immense partie du reste du monde, elle, a refusé de choisir son camp. Elle a adopté ce qu'on appelle un non-alignement transactionnel, c'est-à-dire qu'on ne s'aligne plus par principe, mais on agit au cas par cas en fonction de ses propres intérêts du moment. Et ça dessine les contours d'une nouvelle réalité mondiale. Une réalité où, premièrement, la morale, oui, elle peut mobiliser l'opinion, mais ce n'est plus elle qui décide de l'issue d'un conflit. Deuxièmement, les sanctions, même massives, n'ont pas provoqué l'effondrement économique espéré. Elles ont surtout forcé une réorganisation des circuits économiques. On voit aussi que le commerce mondial est devenu beaucoup plus politique, plus segmenté. Et enfin, la mondialisation elle-même s'est militarisée. L'idée que l'interdépendance économique garantissait la paix, cette idée a vécu. Tout ça mis bout à bout, ça nous enseigne quelque chose. Ça nous donne une leçon assez froide pour être honnête, sur ce qu'est vraiment le pouvoir dans le monde qui est en train de se construire. Et la leçon, la voici, résumée en une phrase. L'ordre international n'est pas un tribunal. Ce n'est pas une cour de justice où les principes et le droit finissent toujours par l'emporter. C'est un système de force. Et dans un système de force, les acteurs agissent d'abord et avant tout selon une logique d'intérêt, de sécurité et de statut. Surtout quand ils ont le sentiment que l'histoire est en train de les tester. C'est peut-être la clé de lecture la plus froide, oui, mais sans doute aussi la plus lucide pour comprendre le monde d'aujourd'hui.